Bin Jojo. Non, c'est pas. Non, je crois que. Up in the Sky, un podcast de la RTS embarqué chez Programme B. Up in the Sky, sous la cape des super-héros. Up in the Sky! Décryptage du phénomène par les sociologues Valérie Gorin et Gianni Haver. La force, la puissance, le pouvoir, la vie, tout ça qualifie les super-héros et les super-héroïnes qu'on voit à longueur de films et à longueur de comics. Pourtant, la vieillesse et la mort existent chez ces personnages. Et oui, peut-être la plus connue est la mort extrêmement médiatisée en 1992 de Superman. Une mort qui a été déclinée, on a bien profité économiquement de cette mort parce qu'elle a été déclinée quasiment sous une année de parution du comics dans lequel le Superman se fait pour finir tué. Et c'est intéressant à deux reprises. Bon, évidemment, il n'est pas mort. Enfin, on peut très bien reprendre les aventures de Superman, il est momentanément mort. Mais la deuxième partie de l'année a été occupée par le fait qu'au fond, un monde sans Superman n'étant pas possible, DC a profité pour évoquer, pour inventer, pour mettre en place toute une série de Superman alternatifs, un Superman cyborg, un Superman adolescent, enfin toute une série d'autres options, voilà, qui a occupé une bonne année et ça fait les titres évidemment des grands journaux. C'est pas le seul à être mort. Alors avec Valérie la semaine passée, on s'est vu un peu pour se poser la question, puis on avait dans la tête cette mort de Superman, puis on s'est dit mais qui est mort déjà? On a commencé à fouiller. En fait, on a l'impression que tout le monde, à un moment ou à un autre, est mort. Ils ne font que ça. Ils font que mourir et renaître, évidemment, parce qu'on ne va pas jeter le bébé avec l'eau de bain. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait penser qu'au départ, le super-héros, il engendre logiquement le mythe de l'invincibilité. Il est super pouvoir, il est le super protecteur de la Terre, il a des super armes, donc forcément, il est invincible. Sauf que scénaristiquement parlant, c'est pas très intéressant, parce que si on sait qu'ils peuvent battre à peu près tout le monde et ne jamais mourir, au bout d'un moment, il y a un effet de lassitude assez logique. Donc effectivement, il y a des morts, entre guillemets, à répétition, que ce soit en regardant un petit peu, en fait, la liste, elle est beaucoup plus longue qu'on croit, et elle touche des personnages qui sont des super-héros qui sont extrêmement connus. Il y a Captain America notamment qui va mourir par sa compagne qui a été lavée, dont le cerveau a été lavé en 2007. J'ai vu tous ces gens mourir. Je n'arrête pas de dire à tout le monde qu'il faut avancer. Certains le font, mais pas nous. Même si nous n'avons qu'une chance infime, notre devoir envers ceux qui ne sont plus parmi nous, c'est d'essayer. On va le faire. Quel qu'en soit le prix. 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 D'ailleurs, sa mort dure sur 18 numéros des comics, donc on voit qu'il y a vraiment un intérêt marketing en fait de faire durer cette mort. Il y a même des journaux qui annoncent la mort de Captain America comme on avait annoncé la mort de Superman. Donc il y a une logique transmédiatique aussi qui s'étend assez rapidement, comme si c'était des personnages dans le réel. On a effectivement Rorschach des Watchmen en 86, Wolverine lui-même qui va mourir en 2014 dans le comics, il est tué par l'élément même qui l'a rendu invincible, donc l'adamantium. Batman va mourir en 2008, désolé pour les spoilers, mais parce qu'on va certainement le voir dans les films. Donc en fait, on a cette logique que les super-héros doivent à un moment donné mourir, souvent être tués d'ailleurs par un personnage ou un élément qui s'avère plus fort qu'eux. Et ce qui est intéressant, c'est que la mort du super-héros ne tue pas vraiment le super-héros pour différentes manières. Déjà, parce que à peu près toutes les maisons d'édition maintenant s'arrangent pour avoir toute une série de mondes parallèles dans lesquels, au fond, les aventures peuvent continuer. Il y a la logique des préquels qui permet, au fond, de décliner quand même un personnage mort à l'infini. Mais aussi parce qu'au fond, il faut savoir qui meurt, en fait. Est-ce que c'est le personnage ou au fond, la personne qui incarne le super-héros. Et souvent, c'est la personne qui incarne qui meurt.
Et le personnage lui-même, le super-héros, il est repris. Il aura une filiation par une autre personne qui va le reprendre et au fond continuer tranquillement la série d'aventures. Ce qui peut profiter au scénariste pour faire un peu un lifting du personnage et le remettre un peu au goût du jour. Un exemple. Par exemple, Captain Marvel, qui meurt dans une lune, dans l'espace, mais donc on pourrait penser que c'est une mort héroïque dans l'espace et tout ça. En fait, non, il meurt tout simplement de cancer. Donc c'est une mort extrêmement humaine. Et puis cette mort, donc je parle Marvel, trait d'union Marvel, donc c'est lui qui était fait par Marvel dans les années du Silver Age, dans les années 70. C'est pas celui de Facette des années 40, ni celui de DC qui s'appelle Shazam. Voilà. Donc celui-là, il est mort et puis voilà, maintenant on l'a décliné et notamment grâce à ça on a pu lui changer de sexe. Donc maintenant c'est une femme qui interprète. Franchement, il sentir mieux quoi. Ah bah oui. J'ai souvent des flashs, comme des souvenirs. Quelque chose dans mon passé est la clé de tout ça. Vous savez le piloter? On verra. C'est oui ou non, sinon il n'en est pas question. C'est oui. Oui, mais cette mort de Superman, c'est vrai que ça m'a troublée en début de chronique parce que moi j'ai le souvenir aussi dans ma tête du décès de l'acteur qui jouait Superman, qui est d'ailleurs mort à peu près à la même période. Christopher Reeves, il était devenu paraplégique à cause d'une chute à cheval, et puis il est décédé, et puis on titrait partout mort de Superman. Alors du coup, moi je me disais, mais attends, mort de Superman en 92, est-ce qu'on parle vraiment de l'acteur ou est-ce qu'on parle du personnage? Il y a aussi les gens, quand ils incarnent, c'est difficile, au cinéma, c'est difficile de se détacher ou de faire mourir quelqu'un. Ça, c'est justement plutôt sur la logique aussi de la vieillesse du super-héros. Est-ce qu'on peut voir un super-héros vieillir? Dans la BD, ça n'est jamais le cas. Au cinéma, on pourrait se dire, effectivement, à force d'incarner un rôle, au bout d'un moment, on va voir que l'acteur est très marqué. Donc, les acteurs prennent leur retraite. Donc, d'une certaine façon, oui, mais c'est finalement le seul moyen de voir la vieillesse, la retraite associée au personnage super-héroïque. Par contre, ce qui va se passer, c'est que avec la capacité maintenant de pouvoir rajouter des histoires, les séquelles, les préquels au cinéma, on a différentes générations d'acteurs qui se rencontrent, qui permettent d'ailleurs pour le spectateur d'y voir une certaine logique. Je pense notamment aux X-Men qui abusent et surabusent en fait de ces logiques de préquels, séquelles, à tel point que c'est même parfois extrêmement complexe de savoir dans quelle chronologie des personnages on est. Et le moyen le plus simple, c'est finalement de se référer aux acteurs qui incarnent, par exemple, le professeur Xavier au Magneto. Si c'est Fassbender, on sait qu'on est dans les X-Men jeunes. Ouais. Si c'est Gandalf / Ian McKellen, on sait qu'on est plutôt dans les personnages âgés. D'ailleurs, c'est peut-être intéressant, c'est les seuls personnages super-héroïques qu'on voit vieillir, Magneto et le professeur Xavier, parce qu'on a finalement eu beaucoup de récits sur l'origine finalement de leur mutation et de leur expérience cathartique qui les a fait révéler leur super-pouvoir de mutant, et puis des personnages plus brisés, plus fragilisés, plus ridés aussi, qu'on voit dans les dernières aventures des X-Men. Il y a, c'est vrai, des personnages qu'on voit également disparaître dans les X-Men. Il y a Jean Grey aussi, elle se transforme, il lui arrive quoi? Alors là, on a finalement on emprunte plutôt, on va dire, est-ce que ce sont des nouveaux super-pouvoirs, mais c'est la capacité de certains super-héros, entre guillemets, de ressusciter ou de ne pas disparaître complètement. Alors Jean Grey, c'est un personnage des X-Men qui est associé au Phénix, le Phénix étant effectivement la capacité de renaître de ses cendres et donc un super-pouvoir. Donc pour qu'elle puisse vraiment acquérir ce super-pouvoir de quasi-immortalité, il faut qu'elle meure. Donc toute une logique finalement de mort chez les X-Men qui sont aussi très inspirés d'un récit qui reprend beaucoup à la tragédie grecque. Il y a des parricides assez violents chez les X-Men. Par exemple, le professeur Xavier va mourir plusieurs fois. Il se fait tuer par Cyclope dans le comics. Il se fait tuer par Jean Grey, désintégré, atomisé dans le cinéma. Non, sois pas l'instrument. Non!
Et puis, ce personnage finalement qui doit ressusciter, y compris pour le professeur Xavier que l'on croit mort, alors qu'en fait, il maîtrise tellement les pouvoirs de l'esprit qu'il a la capacité finalement de se réincarner en quelque sorte dans l'esprit d'une personne qui est dans un coma végétatif. Donc là aussi, on s'approche peut-être plus de logique qui emprunte finalement à des choses qui vont aller chercher justement dans la mythologie ou dans la spiritualité, la réincarnation, le karma, etc. Oui, et puis la superstar des super-héros qui ressuscite, c'est quand même Jesus, quoi. Voilà, exactement. Donc... Oui, ce qui donne d'ailleurs toute une série de représentations. Lorsqu'on veut montrer une mort super-héroïque, c'est très christique. On avait fait toute une série de cases dans lesquelles, au fond, il y a la mort du super-héros et quasi régulièrement, il y a une forme de pietas qui est mise en scène avec un autre super-héros qui tient dans les bras son camarade mort, ou alors carrément une des références à la crucifixion. Valérie, tu avais remarqué cette case. C'est notamment dans la dernière adaptation cinématographique Batman contre Superman, la mort de Superman. Dans la BD, elle est représentée déjà avec certaines allusions christiques. On voit un poteau électrique derrière cassé qui fait penser à une croix. Et dans le film, ça semble avoir été surexploité. Il y a énormément de fans qui ont vu une représentation de la descente du Christ de la croix, qu'on appelle aussi la descente de Golgotha. Donc en fait, on voit Superman est allongé par terre, sa cape lui servant un peu de linceul. Il y a Lois Lane qui est en pleine lamentation sur lui, donc qui fait penser à Marie-Madeleine. Wonder Woman debout stoïque qui fait penser à Marie, la mère de Jésus. Et puis finalement, Batman qui est à côté, comme pourrait l'être l'un des apôtres, avec cette série de poteaux électriques déchirés, au-dessus, une colline, la Golgotha. Donc, en tout cas, cette référence chrétienne dans le traitement de la mort du super-héros a été soulevée et est assez récurrente dans les emprunts qu'elle fait, en tout cas dans les super-héros, et qui va jusque dans des scènes parfois assez cocasses, notamment Robin qui meurt aussi, la mort de Robin, et Batman qui va faire un mausolée de l'uniforme de Robin dans sa Batcave. Donc on retrouve vraiment en tout cas des éléments du deuil tel qu'il est formaté dans la religion chrétienne. Alors là on est sur les références christiques, mais c'est des fois super pratique de pouvoir tuer un super-héros, parce que si un super-héros ne fonctionne pas, hop, quick. Oui, après, donc, par exemple, Robin, il meurt, mais tu sais pourquoi il est mort? C'est parce que c'est les fans qui ont voté sa mort. C'est-à-dire que d'ici, vous voulez tuer quelqu'un, pour des questions effectivement commerciales, là c'est toujours intéressant, ça lance le buzz, et puis il a fait un référendum parmi les fans, puis combien de voix déjà? 5343 votes. Pour que ça soit Robin qui trépasse. Donc, voilà. Le mal-aimé. Mais sinon, effectivement, ce que tu dis, la seule manière de tuer un super-héros, enfin de le tuer vraiment, c'est sa mort éditoriale. C'est le fait d'arrêter les publications. Là, il est vraiment mort. Mais évidemment que lorsqu'on tue Batman, lorsqu'on tue Superman, ce n'est pas pour arrêter le personnage, c'est juste pour le relancer, pour le remettre en place. Et donc là, est-ce que c'est des morts? Non, c'est une scénarisation par contre de la mort. Scénarisation de la mort qui manque parfois à ceux qui sont réellement morts, dans lequel parfois les publications s'interrompent tout simplement. Avec quelques exceptions, il y avait un personnage qui marchait pas bien, mais c'était un personnage tellement mineur, mais j'étais tombé sur cet album il y a quelques années, je me rappelle pas le nom, j'étais convaincu que c'était le premier Sandman, mais je ne suis pas convaincu maintenant. En fait, à la fin du dernier épisode, il y a un gangster qui passe par là, lui tire un coup de pistolet, c'est fini. Voilà. C'est moche. C'est moche. Est-ce qu'un super-héros peut, par exemple, prendre sa retraite? Est-ce que c'est toléré, ça? Ou mieux vaut mourir? Quelque part, c'est complètement antinomique, parce que prendre sa retraite voudrait dire qu'il n'y a plus de menaces et que leur rôle, ils n'ont plus de rôle, en fait, qu'ils ne servent à plus rien. Or, si on voit ce qui se passe dans la vie très terrestre et très réelle, il y a constamment des menaces, elles se réinventent, la géopolitique change, les contextes changent, et les super-héros se prêtent tellement bien à l'adaptation contextuelle, sociétale, sociale, politique, que, entre guillemets, ne peuvent jamais prendre leur retraite. Donc on les réadapte à des nouveaux contextes, mais à aucun moment on les met au placard.
la seule moyen, entre guillemets, de traiter la retraite du super-héros, elle se fait essentiellement sur le mode parodique. Donc on l'a vu notamment avec, par exemple, la série parodique des nuls sur les super-héros, où ils sont complètement bedonnants dans leur salon, ou alors des modes, on va dire, plus absurdes ou sarcastiques. Je pense à l'humour. Tout récemment dans Thor, Odin, le dieu Odin lui-même, a été mis en maison de retraite par son fils adoptif Loki. Et Thor qui lui dit d'un ton outré, mais tu n'as pas osé. Donc voilà, c'est une manière finalement de s'amuser et de ramener peut-être un petit peu ces super-héros, quoique Odin n'est pas un super-héros. Mais c'est plutôt la logique de tuer le père. Encore des références très grecques, oedipiennes. Mais cette logique étant plutôt de montrer à quel point est-ce qu'on peut ramener les super-héros à une vie ordinaire très humaine. Bon. C'est un peu quand même la thématique de Watchmen, mais Watchmen, c'est encore une fois, c'est l'exception qui confirme la règle, parce que c'est vrai que si on se rappelle l'histoire de Watchmen, c'est des super-héros qui ont été écartés, qui sont pas à la retraite, dans le sens ils n'ont pas 60-70 ans, ils ont plutôt la cinquantaine, ils commencent à se rappeler du beau temps, voilà. Et puis ils reprennent du service. Donc là, il y a cette phase comme ça de retraite momentanée des super-héros qui est traitée. Journal de Rorschach, 13 octobre 1985. La rencontre avec Dreiberg me laisse un goût amer. Un raté ramolli assis à chialer dans son sous-sol. Pourquoi restons-nous si peu à être actifs, sains et sans trouble caractériel? Le premier hibou tient un garage. La première spectre soyeux est une grosse pute vieillissante, crevant dans sa retraite de Californie. Bill Dollar s'est coincé la cape dans une porte tournante avant de se faire descendre. La silhouette a été assassinée, victime de sa vie de débauche. Mothman est dans un asile quelque part dans le Maine. Sinon, au-delà du traitement ironique qui est probablement le plus important, il y a le traitement un peu, on pourrait dire, artistique, disons des explorations de certains artistes illustrateurs. Je pense notamment au travail d'Eddie Liu, qui est un artiste chinois qui a fait des portraits d'à peu près tous les super-héros connus, mais tous entre 70 et 80 ans, voilà, avec notamment Wonder Woman, en plus avec la clope au bec, voilà, fait un personnage. Et un Suédois aussi qui a repris un personnage proche du Punisher. Il s'appelle Andreas Englund, non pas le Punisher, mais le Suédois en question. Très drôle, dans lequel on voit ce personnage vieilli, mais encore en costume. Et encore en activité, c'est toute une série de tableaux, et on le voit par exemple reprendre son souffle après avoir terrassé le méchant. Donc il est encore en activité, mais ma foi, le corps ne suit plus. C'est intéressant parce qu'on voit jamais, mais Batman, je veux dire, il n'y a aucune raison qu'il n'ait pas un gros rhume une fois. Surtout, effectivement, ceux des super-héros qui sont des humains augmentés par la technologie. On se dit, à 75 ans, Iron Man, dans son armure, il va être essoufflé, il aura des problèmes cardiaques, il aura peut-être même une cataracte. Donc, qu'est-ce que la technologie va pouvoir l'aider à faire à ce moment-là? Logiquement, il devrait vieillir. Ça a été exploité au cinéma. Alors, le Silver Age avait, par exemple, un petit peu déjà amené la dimension psychologique des personnages. Et ça a été beaucoup plus travaillé ces 10 dernières années par des scénarios au cinéma beaucoup plus dark, qui montre finalement dans certains cas des personnages convalescents, blessés, meurtris, diminués. Probablement Batman, effectivement. C'est un grand dépressif. C'est un grand dépressif. Il est en peignoir complètement comme une loque humaine dans son manoir après avoir été pourchassé dans le Dark Knight. Et d'ailleurs, il y a c'est pas sa mort encore physique, mais sa mort symbolique quand il a le dos littéralement brisé par Bane. Dans la bande dessinée, c'est déjà extrêmement impressionnant, où on entend le crack énorme quand il lui casse le dos en deux. Ah, certes! Je me demandais ce qui se briserait en premier. Ta volonté? Ou ton corps? Et puis il y a cette espèce encore une fois, cette idée de mythe du phénix. Il est jeté dans cette grotte et il doit quelque part se réinventer
pour devenir The Dark Knight Rises. Donc bien exploité au cinéma, et c'est très certainement quelque chose qu'on risque de voir dans le futur, cette vieillesse, cette retraite, cette diminution finalement de personnages qui doivent quelque part aller chercher une force supplémentaire en eux pour pouvoir continuer cette logique super-héroïque. Ça arrange quand même la mentalité, alors pas tous les super-héros viennent des États-Unis, ça arrange quand même une mentalité américaine qui est de dire il faut tout le temps être fort, se battre, réussir, et puis bon, la retraite... Bon, c'est aussi la structure diégétique propre à l'univers super-héroïque et en général à la sérialité. Si on prend un exemple qui n'est pas super-héroïque, qui sont les James Bond, James Bond, on le voit depuis 50 ans évoluer pendant tout l'après-guerre, plus peut-être, tout l'après-guerre, et pourtant il est toujours jeune. Enfin, on change d'acteur évidemment, sauf que ça se passe toujours dans la contemporanéité. Et les super-héros, c'est ça, il y a ce contraste dans lequel les histoires des années 40, ça se passait dans les années 40, l'histoire des années 2010, ça se passe dans les années 2010. Ils ont toujours 30 ans, et ça, c'est pas possible. Bon, ça fait partie du pacte entre le lecteur ou le spectateur et les scénaristes. Voilà, un super-héros, c'est un super-héros, il est là dans le temps présent, quel qu'il soit ce temps présent, et il a toujours le même âge. Il y a quand même des super-héros qui ont droit à une forme de jeunesse éternelle. Oui, il y a des super-héros qui ont, disons, des pouvoirs d'auto-régénération. Il y a ceux qui tiennent de l'ordre du divin comme Thor, donc oui, logiquement, un dieu ne meurt pas. Superman, qui est un peu, on va dire, entre les deux, c'est pas un dieu, c'est un alien, mais il se nourrit sa force lui vient notamment des radiations du soleil. Donc, on trouve en fait une sorte de super-élément qui peut les maintenir en vie. Quand c'est pas le cas, il y a du coup directement des sérums qui ont été inventés, donc le fameux sérum du super soldat qui a créé Captain America, qui montre finalement une figure idéalisée de ce que devrait être le soldat parfait, quelqu'un qui ne craint pas la douleur, qui a une vieillesse totalement ralentie, qui peut survivre à la majorité des blessures et qui surtout peut se mettre en état de quasi-hibernation, cryogénisation. Donc d'un côté c'est pratique parce qu'on peut endormir un personnage, le laisser de côté et le faire revenir quand le besoin est, et puis qui montre encore une fois que à l'époque où il l'a inventé, on était effectivement aussi en train de tester ce type de technique, notamment la cryogénisation sur l'homme, et qui nous interroge finalement nous aussi dans la société, sur notre rapport à la vieillesse, notre rapport à la jeunesse éternelle, les sérums de beauté, etc. Donc comme quoi on peut ramener les super-héros aussi à des questions très cosmétiques. Ouais, j'ai cru que tu allais dire cosmique. Mais entre cosmétique et cosmique, c'est vrai qu'il n'y a que quelques lettres de différence. C'est vrai que d'une certaine manière, ces super-héros remplissent aussi une case qui est proche de celle des figures allégoriques. Columbia, Marianne, ces figures représentatives. Or, évidemment, ces figures-là ne vieillissent pas, c'est la jeunesse éternelle, donc c'est difficile au fond. On peut s'amuser avec, bien sûr, on peut décliner, on peut questionner, mais au fond, le super-héros classique, il a une trentaine d'années. Ah, c'est merveilleux. Ok. Gianni et Valérie, prochain épisode, dernier épisode de Up in the Sky, on va s'intéresser à la relation entre les super-héros et les éléments. Collar 3. À suivre.